Lorsqu'on parle de cloud et de développement durable, tout de suite, il y a un mot qui apparaît dans votre tête, qui est Green IT. L'idée, c'est peut-être de définir ce qu'est le Green IT. Parce qu'on en parle souvent, on lit des articles dans la presse, mais on ne sait pas toujours exactement ce que c'est. Alors j'ai été à la source, greenit.fr. Démarche d'amélioration continue qui vise à réduire l'empreinte écologique, économique et sociale des technologies. Ce qui est très intéressant ici, c'est le mot démarche d'amélioration continue. C'est un effort que l'on doit faire tout le temps. Alors, notre approche aujourd'hui, c'est de vous donner des éléments qui vont vous permettre, au fil du temps, de travailler sur cet axe-là. Après l'avoir défini, maintenant, essayons de quantifier cette logique de Green IT. Et là, si on regarde le numérique comme s'il était un pays, l'usage du numérique dans le monde, s'il était un pays, ça représenterait plus de 5 fois, 5,5, l'empreinte territoriale de la France. Donc, non seulement on est dans une logique où on voit que c'est quelque chose qu'on doit faire tout le temps et que c'est quelque chose qui est important. Je m'appelle Philippe Desmaisons, je suis responsable du développement durable chez AWS en France et je serai accompagné aujourd'hui de Charles-David Teboul, qui est donc Global Engagement Manager chez AWS en France. Et on aura la joie d'avoir le témoignage de Victor Vermel, qui est responsable de la stratégie RSE chez Médiamétrie, et donc qui vous présentera l'ensemble des efforts de la stratégie numérique responsable depuis plusieurs années et comment ils ont pu appréhender cette problématique chez eux. Alors maintenant que j'ai défini le Green IT, maintenant que je l'ai quantifié, quel rôle le cloud peut-il jouer aujourd'hui? Alors on va dire qu'on a une particularité, c'est qu'on est sur une sorte d'économie de partage. Oui, si on réfléchit finalement, on est dans une logique où un data center privé, c'est des murs et des serveurs dedans. Et qu'est-ce que c'est qu'un data center public, de type public cloud? C'est des murs avec encore des serveurs dedans. Quelle est la différence? L'usage. Nous, on est dans une logique où on va partager l'ensemble des ressources avec énormément de besoins, énormément de clients en même temps. D'ailleurs, je dis que c'est un transport en commun, mais dès lors qu'on fait ce qu'on appelle du lift and shift, c'est-à-dire qu'on prend des machines virtuelles qui sont dans un data center privé et qu'on le met dans le cloud, on est plus sur du covoiturage. Oui, en fait, on est toujours cette logique de deux data centers avec des murs, des serveurs dedans. Si on fait l'analogie avec la mobilité, c'est la voiture, c'est la même. Simplement, on est presque dans une logique où on a une voiture en covoiturage qui est utilisée 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Dès qu'il y a un client qui descend, il y en a un autre qui monte. Donc on va dire que ça, c'est plutôt pas mal, puisque finalement, on est dans cette logique où on a, au moins, d'entrée de jeu, une économie de partage. Mais on va encore plus loin. Le cloud, c'est chouette. Pourquoi? Parce que, bien sûr, comme vous pouvez le voir ici, ça peut être du covoiturage, mais on a d'autres technologies. Des technologies, alors bien sûr les containers, mais surtout toute la logique qu'on appelle serverless, où finalement on va encore plus loin dans le partage, encore plus loin dans la granularité. Pour ceux qui connaissent, API Gateway, dès lors qu'il n'y a aucune transaction, rien ne vous est facturé parce que vous n'utilisez rien. Simplement, cette machine, elle est utilisée par d'autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on a plus de 200 services qui sont dans cette logique-là. Alors vous allez me dire, et vous aurez raison, mais finalement, c'est simple. Alors, mais est-ce que c'est vraiment aussi simple? Parce que finalement, on aurait pu se poser la question. Et vous avez raison. Vous avez raison parce qu'en fait, il y a un effet qui est extrêmement important que je n'ai pas pris en compte jusqu'à maintenant. Oui, on partage. Oui, on a une ressource qui va être partagée avec la plus fine granularité. Mais il y a un effet qui est extrêmement connu dans le monde du développement durable qu'on appelle l'effet rebond. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est dans votre quotidien. Vous tous, normalement, je pense que vous faites de temps en temps la vaisselle à la main, vous avez des comportements d'effet rebond. Regardez votre comportement quand vous faites la vaisselle alors que vous avez votre bouteille de liquide vaisselle dans laquelle il reste
2 mm au fond. C'est long, vous mettez 2 gouttes, puis ça suffit parce que c'est long, quoi, hein, puis vous faites votre vaisselle. Ça marche bien parce que tout le monde sait que 2 gouttes suffisent. Regardez maintenant votre propre comportement quand la bouteille est pleine. Il n'y a plus de contraintes sur la ressource. Et là, soyons très honnêtes, on le fait tous. On en met. Ça mousse d'ailleurs un peu trop parfois. Eh bien, notre comportement vis-à-vis d'une ressource, dès lors qu'on ne contrôle plus cette ressource, c'est ce qu'on appelle donc l'effet rebond. On en utilise trop. Et on considère que ce n'est pas si grave que ça. Alors, d'ailleurs, ça a un nom scientifique, si vous voulez briller en société. Ça s'appelle le paradoxe de Jevons. J-E-V-O-N-S, si vous le cherchez sur Wikipédia. Il s'agit d'un économiste anglais du 19e siècle qui s'est rendu compte, en fait, que même si les machines à vapeur étaient de plus en plus efficaces et consommaient de moins en moins de charbon, eh bien, il y avait de plus en plus de consommation de charbon à la taille du pays. Pourquoi? Ben, c'est très simple. À partir du moment où c'est moins cher, parce que j'utilise moins de ressources, je regarde plus ces ressources, je l'utilise de plus en plus. Donc notre métier aujourd'hui, c'est de vous accompagner pour faire en sorte que cet effet rebond n'ait pas lieu. Alors, vous allez me dire, mais c'est bien beau, mais la culture de la frugalité, est-ce que c'est vraiment quelque chose avec laquelle vous êtes à l'aise au quotidien, vous, AWS? Et je dirais même, en fait, ça existe depuis très longtemps. Et c'est quelque chose qui nous est important. Le monsieur que vous voyez ici, c'est le CTO d'Amazon, c'est Werner Vogels. Et Werner, il a carrément théorisé sur l'architecture frugale. Alors effectivement, il n'y a pas que la partie développement durable, vous voyez qu'il y a aussi la partie du coût, il y a aussi la partie modernisation. Tout ça, derrière, ça c'est une logique de frugalité. Donc aujourd'hui, notre objectif est de pouvoir vous accompagner au mieux, et je vais demander donc à mon collègue Charles David de venir sur scène pour qu'il puisse vous présenter justement qui peut faire quoi et quel rôle on peut jouer ensemble. Alors, je vais vouloir vous partager un peu plus d'informations sur la responsabilité partagée entre AWS et ses clients. Qui est-ce qui a déjà vu cette illustration? Levez la main. Merci. Effectivement, vous avez peut-être déjà vu cette illustration dans le cas de la sécurité. Notre responsabilité chez nous, AWS, c'est de vous mettre à disposition des équipements réseau de manière à pouvoir assurer la sécurité de vos environnements. Alors, par contre, nous n'avons pas accès à vos environnements. Et les règles qui sont à l'intérieur de ces firewalls sont votre responsabilité. Finalement, la durabilité du cloud et dans le cloud, c'est la même chose. Et je voulais vous parler donc de ce que nous faisons. Et pour reprendre l'analogie de Philippe sur les services managés, qui finalement sont du covoiturage, c'est notre responsabilité de vous mettre à disposition des services qui vous permettre de consommer le moins possible parce que vous allez partager ces ressources avec d'autres clients. Et aussi être capable de pouvoir vous fournir un data center qui est le plus efficient possible. Alors laissez-moi vous parler un peu plus donc, de la durabilité du cloud et ce qui est notre responsabilité. Qu'est-ce que c'est qu'un data center? C'est de l'électricité, c'est donc des murs, c'est des serveurs, c'est de l'eau et aussi du refroidissement. À commencer par les murs. Ces murs sont faits en béton armé, avec du béton bas carbone, pour la construction de nos nouveaux data centers. Donc nous travaillons avec des constructeurs de manière à avoir du béton bas carbone, mais aussi avec des constructeurs pour travailler avec de l'acier qui est recyclé, qui est fondu avec des fours électriques, qui nous permettent donc de produire jusqu'à 5 fois moins de carbone pour l'acier et juste entre moins 35 et moins de 40% d'émissions pour le béton. Donc nous continuons à travailler avec des constructeurs pour que la construction de nouveaux data centers se fasse avec le moins d'impact possible. Maintenant que je vous ai parlé des murs, je voudrais vous parler des serveurs. Les émissions du serveur sont grandes lors de la fabrication. Et c'est pour ça que AWS
lors de la conception, nous utilisons 30% de matériaux recyclés et biosourcés. Et ça ne s'arrête pas là. Pour nous, ce qui est très important, c'est d'être capable d'avoir la longévité la plus longue possible. Et c'est pour ça qu'en moyenne, pour nos serveurs, nous utilisons une durée de nos serveurs pendant 6 ans. Tout ceci pour nos serveurs, nos stockages, pour le réseau. Et la personne que vous voyez ici, sur votre gauche, c'est une personne qui travaille dans des hubs de reverse logistique. Peut-être vous demandez ce que c'est. Ce sont des équipes qui viennent faire des inventaires, qui viennent tester, mais aussi réparer. Et ce sont 13% des pièces que vous avez à l'intérieur de vos serveurs, des serveurs d'AWS, qui sont réutilisées, qui sont réinjectées pour pouvoir être réutilisées dans nos serveurs et dans les opérations d'AWS, de manière à pouvoir avoir la plus grande longévité possible. Et lorsque ce n'est pas possible et que ces pièces sont encore bonnes, nous les revendons dans le marché de manière à ce que nous puissions avoir une seconde vie pour ces pièces-là. Alors maintenant qu'on vous a parlé donc des murs, des serveurs, je voudrais parler de l'électricité qui alimente nos data centers. Alors, AWS et le groupe Amazon, nous utilisons 100% d'électricité de sources d'énergie renouvelable. 100% d'énergie renouvelable pour 22 de nos régions. Ces régions sont utilisées en Europe pour 100% de nos régions, nous utilisons de l'énergie renouvelable. Et nous travaillons ici en additionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nous construisons avec donc, des énergéticiens, des fournisseurs d'énergie. Et donc, il y a un certain nombre de projets qui sortent sous terre de manière à pouvoir produire de l'énergie renouvelable pour les opérations du groupe Amazon. Vous avez ici une photo qui est un parc éolien qui se trouve en Irlande. Les enfants là-bas l'appellent Wind of Gust parce qu'il y a beaucoup de rafales. Et si vous voulez accéder à l'ensemble des projets que nous avons commencé, sur lesquels vous avez commencé à travailler, vous pouvez scanner le QR code. Vous allez être capable de pouvoir extraire la liste des projets sous format CSV de manière à être capable à comprendre si ces projets, donc, où est-ce qu'ils se trouvent. Mais aussi, vous allez pouvoir vous rendre compte que certains projets sont déjà sortis de sous terre ou certains vont commencer à pouvoir être opérés en 2026 ou en 2027. En 2023, ce sont 28 gigawatts de puissance qui ont été déployés grâce à ces projets. Et grâce à cela, Amazon est le premier acheteur d'énergie renouvelable au monde. Et tout ceci pour la 5e année consécutive. Je vous ai parlé des murs, des serveurs, de l'électricité. Je vous parlais d'une ressource qui est très importante et qui est très rare. L'eau. La façon dont nous utilisons l'eau, nous utilisons en utilisant un procédé qui s'appelle l'evaporative cooling. Nous utilisons de l'air qui passe à travers un filtre d'eau de manière à pouvoir faire baisser la température de nos data centers. Et ce qui est très important pour nous, c'est d'utiliser des sources d'eau qui sont à la fois non potables, recyclées et aussi de l'eau de pluie. De manière à pouvoir réutiliser plusieurs fois l'eau dans nos canalisations, nous déminéralisons l'eau de manière à l'utiliser plusieurs fois. Et aussi, sur ces canalisations, dans nos data centers, nous utilisons des capteurs IoT de manière à pouvoir détecter des déperditions d'eau, donc des fuites d'eau. Alors, Amazon, le groupe, a aussi cette ambition d'être water positive d'ici à 2030. Nous sommes à 41% de cet objectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous travaillons avec des ONG de manière à investir, à fournir auprès de communautés de l'eau potable et aussi être capable donc, de pouvoir redistribuer de l'eau. Pour une de nos régions, par exemple,
nous fournissons de l'eau que nous avons utilisée dans notre data center à des fins agricoles. Alors maintenant que je vous ai parlé un peu plus de ce que nous faisions auprès d'un data center, je vais parler de l'efficacité du cloud. Et l'efficacité du cloud, il faut le comprendre aussi dans un sens où un data center, bien évidemment, consomme de l'électricité, mais nous faisons en sorte d'être le plus efficient possible. Et ici, je vais vous parler de quelque chose d'un peu plus général, c'est que le refroidissement de data center utilise parfois autant, voire même beaucoup plus d'électricité que les serveurs eux-mêmes. Alors, si je peux prendre un exemple, c'est comme finalement mettre un grille-pain dans un congélateur. C'est quelque chose qui est un concept un peu fou, mais utiliser énormément de climatisation consomme énormément d'énergie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un indicateur d'efficience énergétique, qui est le PUE. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cet indicateur? Très bien, merci. Donc, ça résume à calculer, c'est un ratio, où vous calculez l'énergie globale qui est consommée dans un data center, tous les équipements, dont le refroidissement, et vous le comparez uniquement avec l'électricité qui est consommée par les serveurs. Et ici, dans cet exemple, si on veut reprendre donc en jaune, dans le petit carré, le 1 qui est la charge de serveur, et le 2, l'énergie globale qui est utilisée pour un data center, et bien vous voyez qu'en 2, vous avez cette énergie globale qui consomme autant, et ici, vous aurez un PUE de 2. Alors, maintenant qu'on a parlé de ça et que vous avez cette compréhension sur le PUE, peut-être vous demandez, mais qu'est-ce qu'un indicateur bon ou moins bon, efficient ou moins efficient? Il faut savoir que 1,0, c'est le PUE idéal. C'est-à-dire que uniquement la consommation électrique des serveurs est utilisée dans le data center. C'est très très difficile à atteindre. Et après, des PUE de 2 ou voire plus, on les a expliqués un peu plus tôt, c'est-à-dire que ce sont de l'électricité en plus des serveurs qui est utilisée pour du refroidissement. L'IDC a estimé en 2023 que pour les data centers privés, en moyenne, le PUE est de 1,84. Alors peut-être vous pouvez vous demander, mais qu'en est-il d'AWS? Alors nous avons publié des chiffres pour 2022 et 2023, et globalement, en moyenne, par rapport à différentes régions géographiques, nous sommes à 1,15 globalement, et nous sommes à 1,12 pour la zone IMIA. Ce qui veut dire, si on reprend 1,15, pour 100 d'énergie consommée, 15 sont utilisés pour autre chose, par exemple pour du refroidissement. Alors maintenant que on vous a parlé donc de l'efficience, des différents efforts que nous mettons en place, et comment est-ce que nous mettons en place la durabilité du cloud, je voudrais laisser la main à Philippe, qui vous a parlé un peu plus des efforts sur comment est-ce que vous, de votre côté, vous pouvez agir. Merci bien. Alors, souvenez-vous du titre. Comment créer une architecture durable? Donc, c'est ce que je vais essayer enfin de vous donner. Alors, sachant que même en 45 minutes, répondre à cette seule question, c'est impossible. Je vais vous donner des pistes et je vais vous expliquer en fait que, comme vous l'avez compris, nous, on va être responsable de la durabilité du cloud. On vous a expliqué comment on avait fait et ainsi de suite. Mais maintenant, vous avez la main. Vous pouvez agir. Vous avez la possibilité, justement, peut-être d'utiliser la bouteille de liquide vaisselle un petit peu différemment. Alors pour ça, il y a des bonnes pratiques. Qui dit bonne pratique dit référentiel. Et on n'a pas l'outrecuidance de penser que nous sommes les seuls sur Terre et qu'aujourd'hui, nous avons la science infuse. Il y a beaucoup de référentiels de bonnes pratiques et on a une chance énorme en France. Énorme. Nous avons en fait à la fois un tissu associatif et aussi l'ensemble des agences qui travaillent pour l'État qui ont pris en compte cette logique du numérique responsable.
Donc on peut citer l'INR, donc l'Institut du numérique responsable, qui existe depuis pas mal d'années, et qui a créé pas mal de référentiels, dont un dernièrement d'ailleurs sur l'IA. Là, c'est le premier, le générique, le GR 491, qui d'ailleurs a servi plus ou moins de guide pour en fait une version de l'État qui s'appelle le RGESN, donc le référentiel général d'éco-conception des services numériques. L'association Green IT, j'en ai parlé au début, aussi ont beaucoup d'éléments. Là, je vais faire un focus sur notre approche qui est propre au cloud et sur lesquels vous allez pouvoir avoir des éléments qui vont vous permettre d'avoir une vision durabilité dans un écosystème cloud. Alors, le framework Well Architected, il existe depuis très longtemps. Et donc, il a plusieurs piliers. Historiquement, il y en avait 4. Le premier, la sécurité, résilience, performance, coût. Après, on a rajouté la maintenabilité sur la gestion des opérations. Et ça fait 4 ans que nous avons un pilier durabilité. Alors, ce pilier, en fait, il est peut-être un petit peu différent des autres. Parce qu'il ne va pas travailler uniquement sur de la bonne pratique. Il faut aussi, surtout, commencer à comprendre ce que l'on fait. Et puis le quantifier n'est pas toujours avec du CO2, parce que le CO2 c'est une valeur absolue. C'est bien beau le CO2, mais si vous avez plus ou moins de business et ainsi de suite, vous ne savez pas si les baisses ou les augmentations sont liées à une mauvaise ou une bonne gestion de votre ressource informatique. Donc là-dessus, on a aussi des logiques de proxymétrique, donc des éléments qui vous permettent de savoir si vos comportements sont vertueux ou pas. Et enfin, on applique les bonnes pratiques. Alors, on a 6 thématiques sur lesquelles on intervient. Donc, c'est systématique, c'est notre approche. Attention, elle n'a pas vocation à être exhaustive, c'est une vision d'un opérateur cloud. Mais la première des choses, c'est de sélectionner la région. Il ne nous a pas échappé sans doute que, en fait, en France, nous avions la chance d'avoir un mix énergétique bas carbone. Mais c'est loin d'être le cas dans tous les pays du monde. Et nous avons 36 régions AWS. Donc, ça vous permet d'avancer sur cette logique-là. Après, je vais en fait prendre les 3 dans un seul et même groupe, le logiciel, les données, le matériel. Là, ce sont des éléments que vous connaissez un peu plus et sur lesquels la logique de frugalité, c'est effectivement quelque chose qui va être assez facile à appréhender pour vous en tant qu'architecte. Par contre, il y en a 2 qui sont souvent négligés, si ce n'est même pas regardés. L'alignement à la demande. Souvenez-vous, 2 gouttes suffisent. L'alignement à la demande. Est-ce que ce que j'ai mis en place par rapport à des service level agreements donnés par les métiers, est-ce que c'est vraiment ça dont ils ont besoin? Est-ce que j'ai vraiment travaillé là-dessus? Je donnerai des exemples tout à l'heure. Et enfin, le process et la culture. La culture est extrêmement importante. Souvent, chez les clients, quand je vais les voir, il y a plus de consommation pour le développement que pour la production. Pourquoi? Parce que les tests unitaires, ils sont faits avec les nightly builds, pour ceux qui connaissent, toutes les nuits, et ainsi de suite. Et en fait, on ne réfléchit pas. Mais le processus de compilation et de build est énormément gourmand en ressources. Donc, ce sont des process, une culture qu'il faut mettre en place. Et nous, notre approche, c'est de faire en sorte qu'on vous donne des axes d'amélioration de bonnes pratiques. On en a 29. Ensuite, pour chacun d'eux, en fait, on va vous donner anti-pattern, bénéfices, risques et toutes les possibilités d'implémentation. Donc là, si je prends un exemple, donc là, il s'agit de ce que vous allez trouver sur le web, white paper ou version HTML, peu importe. Eh bien, là, on prend le deuxième, alignement à la demande, pour ça qui est marqué SUS 02, et bonne pratique, numéro 1. Et là, on voit que c'est comment je peux finalement faire en sorte de mettre les bonnes ressources par rapport aux bons besoins. Et là, on voit que, chose importante, déjà, ce qu'il ne faut pas faire, si vous voyez des choses que vous faites chez vous qui sont dans les choses à ne pas faire, ça veut dire qu'il y a sans doute du boulot. Ensuite, il y a les bénéfices. C'est toujours important d'avoir un ROE, un retour sur environnement. Autrement dit, si vous faites des choses, il faut que les efforts aient un impact. Donc, quels bénéfices vous allez pouvoir en tirer? Quels sont les risques associés? Je touche à la prod ou pas, et ainsi de suite. Et après, toutes les approches d'implémentation qui sont possibles de manière générale. Et enfin, après, on rentre dans le détail. On vous dit quelles sont toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour pouvoir changer l'implémentation. Et donc là, c'est sûr que pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on me dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment on fait? Je ne sais pas. » Et là, nous, on vous propose toutes les ressources potentielles. L'ensemble de la documentation,
l'ensemble des documents que nous avons en termes de blog. Et puis pour ceux qui aiment regarder des sessions en vidéo, qui sont données en fait sur scène, eh bien vous avez aussi toutes les vidéos de reInvent, qui est notre grand messe annuel, et dans lesquelles vous allez retrouver aussi des approches pour pouvoir implémenter tout ça. Après, dans la console, il y a aussi donc un élément qui est donc le Well Architected Framework, où vous allez pouvoir, pour chacun des thèmes, chacune des bonnes pratiques, eh bien, vous allez pouvoir dire j'ai mis, je mets pas, j'en suis là, et ainsi de suite. Vous allez pouvoir aussi mettre des commentaires. Ça vous permet d'avoir un suivi dans la durée. Amélioration continue. Il faut que vous ayez un élément qui vous permette d'arriver à tracer dans la durée. Donc, ce qui est important que vous sachiez, c'est que, en fait, dans tout ce que vous allez faire, il va s'agir de mettre le curseur au bon endroit. Est-il vraiment besoin de mettre un cluster de haute disponibilité multi-région pour le menu de la cantine? Il est important que l'on mette en face les bons besoins par rapport aux usages qui sont faits. Alors, on en rigole, mais c'est un cas réel ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'en fait, à partir du moment où on dit l'informatique chez nous, c'est RTO, RPO à 0 pour ceux qui savent ce que c'est, on veut rien perdre et ainsi de suite, eh bien on mélange tout. Et dès lors qu'on ne discrimine rien, eh bien on va niveler par le haut. Alors parfois niveler par le haut, ce n'est pas la bonne approche. Et ensuite, on voit par exemple le temps de réponse aussi. Il y a plein de choses pour lesquelles on n'a pas besoin de la dernière techno. Et une techno plus ancienne, sur un matériel plus ancien, va faire qu'on ait bien effectivement quelque chose qui soit sur une durée de vie de 6 ans, comme on l'indiquait tout à l'heure. Et puis la disponibilité, je pense que c'est aussi extrêmement important. Pareil, le cluster multi-région, pas multi-région. C'est 3 exemples, mais en fait, l'approche, elle est systémique. On va vous permettre de mettre ça en place de manière systémique. Alors, je vais donner 2 exemples. Un exemple dans la partie stockage. Qui connaît Amazon S3? Bon. Donc là, a priori, ces éléments-là, sous vos yeux, c'est des choses sur lesquelles vous êtes à peu près, sans doute, confortable pour la plupart d'entre vous. Amazon S3 standard est la saveur d'Amazon S3 la plus utilisée. Pourtant, c'est là qu'on a le maximum de redondance. Souvenez-vous, menu de la cantine. Eh bien, il se trouve que rien que le fait que vous puissiez utiliser ce qu'on appelle le One Zone, c'est-à-dire qu'au lieu d'être dans les 3 zones de disponibilité, vous mettez ça sur une seule. Vous voyez quand même l'impact en termes de redondance? Maintenant, sur la partie, est-ce que je veux que ce soit rapide ou pas en termes d'accès? La partie -IA, ce n'est pas intelligence artificielle, c'est infrequent access. C'est-à-dire que je vais travailler sur des frontaux qui sont lents, parce que moi, je ne suis pas pressé. Et là, je vais encore avoir un matériel qui n'est pas super méga performant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez plein de possibilités. Si vous ne regardez pas toutes ces possibilités, si vous n'avez pas cette approche-là, il y a de grandes chances que vous travaillez à niveler par le haut, tout sur S3 standard. Et je vais vous donner aussi un autre exemple, qui est la notion de processeur. Les processeurs aujourd'hui, eh bien, la plupart du temps, on est quand même sur du x86 64 bits. Mais il se trouve qu'il y a plein d'autres choses. Dans votre poche, normalement, il y a un téléphone, il est sur une technologie ARM. Et pourquoi? Parce que ça ne consomme pas beaucoup. Donc AWS Graviton, c'est notre solution ARM qu'on a depuis plusieurs années. On est à Graviton 4 aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est Graviton 2 qui existe toujours. Vous avez un facteur 2 à 3 en fait en termes d'efficacité. La notion de performance par watt, elle est super importante. Graviton 3, 60% en moins. Et juste pour vous dire à quel point c'est quelque chose d'extrêmement utilisé et extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, dans nos murs, en fait, si on compare avec l'AWS qui existait en 2019, vous prenez donc cet AWS-là, vous prenez toutes les machines EC2 qui tournaient à l'époque. Eh bien, à ce jour, quand je vous parle, il y a plus de serveurs Graviton qui tournent avec du Graviton que l'ensemble de l'EC2 en 2019. Autrement dit, nous l'utilisons pour les services managés, nous l'utilisons, les clients l'utilisent, utilisez-les parce qu'ils sont extrêmement performants. Alors maintenant, on a parlé beaucoup de théorie. J'invite Victor Vermel à venir sur scène pour justement avoir un retour réel de l'expérience chez Médiamétrie. Merci beaucoup, Victor. Merci, Philippe. Bonjour à tous, merci d'être là, merci Philippe, merci Charles-David. En 2025, Médiamétrie, c'est plus d'1 milliard de données. Traitées chaque jour, calculées, transférées, stockées. On mesure chaque jour les audiences et les comportements des médias, vidéo, audio, digitaux, le cross-média,
l'efficacité publicitaire. En gros, on donne chaque jour à tous les médias l'audience de la veille, l'audience passée sur la télé, la radio, bientôt YouTube, Netflix, bref, tous les médias, Internet, sur tous les écrans, tous supports. Donc aujourd'hui, on regarde les médias, c'est sur ordinateur, télé, smartphone. Ça peut être à domicile, comme ça peut être hors domicile quand vous allez regarder un match de foot, par exemple, au bar. Ça peut être en live, ça peut être en replay. Bref, c'est énormément de données liées à énormément d'usages différents. Et donc, 1 milliard de données vidéo. On a 45 000 panélistes en France qui sont représentatifs de la population française et qui sont équipés d'appareils de mesure ainsi que d'applications sur leur device, ce qui nous permet encore d'avoir de la donnée. Et on fait 500 000 interviews par an, donc téléphoniques et en ligne. Donc tout ça, c'est l'origine de notre donnée, c'est le pourquoi de notre utilisation du cloud. Pourquoi on a une stratégie de décarbonation ? En fait, en 2022, on s'est posé la question, on s'est dit, on va devoir mesurer tous les médias sur tous les supports, donc ce que je vous ai dit avant, et donc forcément, on va devoir augmenter la quantité de données qu'on va utiliser. Donc forcément, augmentation de données. Et au même moment, les médias, et même globalement le marché, nous demandaient qu'est-ce que vous faites sur le sujet de l'environnement. Nous, on s'engage, vous êtes notre fournisseur, Médiamétrie, on a envie de s'engager avec vous. Donc qu'est-ce que vous faites et même globalement, qu'est-ce que vous faites pour le climat, même en dehors du marché on veut savoir. Donc on s'est posé la question. En fait, on faisait déjà un bilan carbone. On ne s'était pas encore fixé d'objectifs. Mais en tout cas, on a regardé les objectifs. Donc si on voulait respecter les accords de Paris, donc limiter le réchauffement à 1,5 degré, il fallait qu'on diminue nos émissions. Et donc, erreur 404. Répondre à une stratégie de marché qui augmente, d'augmentation de données, et en face, devoir avoir une diminution de nos émissions. Sans stratégie, c'est impossible. Donc c'était une nécessité d'inclure notre stratégie business, une stratégie de décarbonation à notre stratégie business, pour réduire de moins 50% nos émissions entre 2020 et 2030. On a fait un deuxième constat en 2022, c'est en faisant notre bilan carbone, on a 800 fournisseurs. Ces 800 fournisseurs, ils représentent 97% de nos émissions de CO2. En fait, on émet quasiment rien. Si vous prenez un compteur à CO2, vous allez dans nos locaux, pas de CO2. Bon, il y a notre respiration, mais ça ne compte pas dans le bilan carbone. Donc, on émet quasiment rien. On a des voitures de fonction, on a des voitures pour aller mettre les équipements. Et ben ça va être nos 3% d'émissions en plus. Ça et le déplacement domicile-travail. Mais en fait, toutes nos émissions, elles sont liées à ce qu'on achète, donc des prestations de services, du matériel, notre bâtiment, ça va être notre utilisation du cloud, par exemple. Et dans ces 800 fournisseurs, on en a 100 qui représentent 60% de nos émissions, 10 qui représentent 40%, et on en a un qui représente 7 à 10%, c'est Amazon. Pour réduire du coup de 50% de nos émissions, donc notre objectif, il faut absolument que ces fournisseurs réduisent de 50% aussi leurs émissions, étant donné qu'ils représentent 97% de nos émissions. Donc on doit les engager, on doit maîtriser nos achats déjà, donc se poser la question de est-ce que je dois acheter ça ou pas? Est-ce que je peux acheter mieux? Et aussi on doit du coup engager ces fournisseurs, leur demander qu'est-ce que vous faites vous pour le climat? Un peu ce que les médias nous ont fait en fait en 2022, ils nous ont dit qu'est-ce que vous faites? Du coup on s'est engagé, et maintenant on pose la même question à nos fournisseurs. On met en place des copies RSE réguliers avec nos fournisseurs. Ces copiles RSE, ils sont directement intégrés à des copiles qui existaient déjà, des copiles qui visent à regarder nos coûts, qui visent à regarder la qualité, la sécurité, bref, plein de sujets. Donc on n'a pas créé des copiles, juste on l'a intégré à de l'existant. Le premier point à regarder dans ces copiles, déjà il faut savoir où on va, et donc c'est mesurer l'empreinte carbone de notre utilisation du cloud. C'est le même sujet, donc là ça c'est avec AWS, mais on a le même sujet sur tous nos fournisseurs. Et donc, on a travaillé avec AWS et Greenly, un prestataire carbone qui fait des bilans. On a travaillé sur le découpage de nos émissions dans le cloud. Donc, on l'a découpé en 3 sujets, le stockage, donc stockage de données, le transfert de ces données entre les audimètres, chez nous, nos autres fournisseurs, nos clients, et le calcul des données, c'est-à-dire qu'on récupère énormément de données, et puis derrière on les calcule, on les agrège, etc.
Le stockage, il peut avoir lieu en France, en Irlande, ça va dépendre, de nos choix. Le transfert aussi, le calcul dépend du pays. Depuis 2023, on a ajouté dans le calcul le type de processeur. Donc ça, Philippe en a parlé, tous les processeurs ne se valent pas. On a par exemple Graviton donc, qui consomme moins d'énergie que d'autres. Donc il faut prendre en compte le type de processeur et on a aussi pris en compte les types de classes de stockage, donc chaud à froid, qui n'ont pas du coup la même consommation chacun. Et une fois qu'on a mesuré, on a appris à mesurer et qu'on a vu où on avait des émissions, on a mis en place un plan d'action et on suit ce plan d'action lors des copiles. Et donc ce plan d'action, déjà, c'est réduire nos données. C'est-à-dire qu'on supprime nos données inutiles, on diminue les durées de stockage, on optimise notre process, notre organisation. En fait, on peut pas, ça sert à rien de tout optimiser si derrière on réduit pas nos données et qu'en plus elles augmentent. On optimise nos classes de stockage, on migre nos données. Donc on avait des données qui étaient en Irlande. Maintenant, tous nos nouveaux projets, on les met de base en France, là où l'énergie est beaucoup moins carbonée. Donc il y a un facteur 4 entre les deux. On migre nos données sur des processeurs moins énergivores. Bref, on met en place plein d'actions au fur et à mesure. On fait, on va dire, de la conception by design, c'est-à-dire qu'on réfléchit dès la conception à l'impact futur de nos consommations. Alors je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas qu'on y arrive parfaitement. Ça prend du temps, ça demande de former les équipes, ça demande de la réorganisation. Mais en fait, petit à petit, ça marche. Je vous donne les chiffres tout de suite pour que vous puissiez vous en rendre compte. Et AWS est aussi responsable, AWS tout comme un autre prestataire cloud, ils sont responsables de l'infra, et donc il faut rester dans le cloud pour moi, parce que c'est cette histoire de covoiturage, c'est-à-dire que si vous avez vos serveurs, ils seront forcément moins bien utilisés que s'ils sont dans le cloud. Ça a ses limites, je reviens dessus juste après. Mais rester dans le cloud, c'est important, et surtout avec un prestataire qui s'engage. C'est-à-dire que si demain, Amazon ne travaille pas sur l'efficacité de ses serveurs, le refroidissement de ses serveurs, sa consommation d'eau, sa production de déchets, la construction de ses bâtiments, et pour nous, ça ne sert à rien. On ne pourra pas diminuer nos émissions. Donc, en 2022, on était à 297 tonnes de CO2. On a augmenté notre utilisation du cloud, ça on l'avait prévu. On a réussi à réduire. On aurait pu augmenter plus, mais on a quand même augmenté de 32 tonnes notre utilisation du cloud. Mais on l'a éliminé, ces 32 tonnes, grâce à une optimisation de notre stockage. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur du stockage S3 chaud. On va passer aussi sur d'autres types de stockage plus froid, sur des données dont on n'a pas forcément besoin. Je ne sais pas si nos clients ont besoin des audiences de Hercule Poirot des années 2000. Peut-être pas, en continu, à chaud. En fonction des données, on ne va pas tout mettre sur du S3 chaud. On a transféré une partie de nos données en Irlande. On a un objectif de 25 tonnes de CO2 en diminution. Pour l'instant, on est à moins 7. C'est-à-dire que c'est toujours quelque chose qui est en cours. En même temps, on a de la chance, c'est-à-dire que le mix électrique irlandais a diminué. C'est-à-dire qu'ils ont investi massivement dans l'éolien, ce qui fait que le mix énergétique a diminué. Et donc, en fait, s'il n'avait pas diminué, nos émissions seraient 31 tonnes au-dessus. Mais au final, ils ont diminué. Bon, il y a encore de la marge pour atteindre celui qui est le français, mais ils ont diminué. On est passé sur une utilisation des serveurs Graviton, des processeurs qui consomment moins d'énergie. Et on a aussi des réductions diverses qui sont liées à plein de caractéristiques. Je vais pas rentrer dans le détail. Et en gros, on est passé de 297 tonnes à 218 tonnes de CO2. Donc, en 2025, Médiamétrie, c'est plus d'1 milliard de données chaque jour. C'est plus 14 heures de processeur. C'est plus 30% de stockage. Et pourtant, en face, grâce à une stratégie de décarbonation, je parle bien de stratégie et pas juste des actions, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait sur le long terme et qui est mené par la direction de la stratégie chez nous. On a moins 27% d'émissions du cloud par rapport à 2022. Donc c'est une réussite, mais attention à l'effet rebond. Philippe en a parlé. À tout moment, on fait des économies d'énergie, on fait des économies d'émissions.
Bah, allons-y, prenons ce qu'on a économisé, utilisons-le ailleurs. Par exemple, on pourrait tout dépenser dans le cloud. Dans Vessel, il y a AI. L'intelligence artificielle, ça consomme énormément d'énergie. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Nous, on a beaucoup de données, elles sont structurées. On pourrait l'utiliser de façon très proactive. On a décidé de mettre en place un copil sur le sujet, un copil sur l'intelligence artificielle, pour justement ne pas plonger dedans sans réfléchir. Mais c'est sûr qu'à un moment ou un autre, on va en faire de l'intelligence artificielle et on va augmenter nos émissions. Donc attention à cet effet rebond, l'utilisation du cloud, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est très facile, c'est plus facile que avant. On devait aller acheter un serveur, on allait au magasin, on l'installait dans nos locaux, on devait ensuite le mettre en route, faire la maintenance, etc. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton, on a de la puissance de calcul, c'est très facile. Donc attention à l'effet rebond, mettez en place une stratégie de décarbonation liée à votre stratégie business et agissez parce que c'est possible. Merci à tous. Merci Victor. 1 milliard de données par jour. Et grâce à cette optimisation, ils ont été capables de pouvoir réduire de moins 27% leurs émissions dans le cloud depuis 2022. Bravo. Merci Victor et merci Médiamétrie pour votre témoignage. Alors maintenant, pour conclure, je voudrais vous parler de comment est-ce que vous pouvez agir. Alors, on vous a parlé un peu plus donc, de nos efforts et ce que nous faisons au sein de nos data centers avec 100% d'énergie renouvelable, avec l'eau, par exemple en Irlande, 95% du temps, nous n'utilisons pas du tout d'eau, uniquement de l'air ambiant. 13% des pièces à l'intérieur de nos serveurs sont réutilisées. Donc c'est autant d'efforts que nous faisons et c'est votre responsabilité dans vos environnements de vous assurer que vous pouvez agir, c'est-à-dire commencer à discuter avec vos architectes, vos décideurs, vos tech leads, mais aussi vos équipes DevOps, de manière à pouvoir commencer à modifier vos architectures que vous avez déjà existantes et les futures à venir. Philippe vous a parlé donc comment est-ce que vous pouvez agir grâce au Well Architected Framework et ce 6e pilier de la durabilité. Et donc, à l'intérieur, vous avez le choix des régions. Potentiellement, peut-être commencer à coder en Rust, c'est une option, mais aussi potentiellement arrêter de faire des processus real-time, temps réel, mais plutôt en batch, et changer le tiering de votre stockage pour passer plutôt sur du stockage à froid. Autant de choses que vous pouvez faire de manière à pouvoir optimiser et commencer à baisser votre empreinte carbone. Ce qui est très important aussi, cet ouvrage que notre CTO d'Amazon a écrit sur le Frugal Architect, vous pouvez aussi essayer de comprendre comment est-ce que vous pouvez placer le bon curseur entre usage et frugalité. Je vous remercie. Merci pour être venu aujourd'hui dans la salle. Ce que je vous peux demander, c'est d'accéder à ce questionnaire. C'est une enquête de satisfaction, de manière à ce qu'on puisse s'améliorer. Donc vous pouvez scanner le QR code de manière à pouvoir nous évaluer. Je vous remercie énormément d'être venu. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, retrouvez-nous au premier étage où Philippe, moi-même et d'autres collègues AWS vous répondront. C'est au village de la durabilité, du développement durable, où nous serons ravis de répondre à l'ensemble de vos questions. Merci énormément d'être venu et je vous souhaite un agréable et très très bon summit. Merci bien.